dans cette crise sanitaire, je crois qu'il est intéressant de commencer par un parallèle entre la catastrophe écologique d'une part et la Covid-19 d'autre part. Il est en effet assez stupéfiant de constater qu'aujourd'hui encore, le personnel médical est souvent pris à partie dans les cafés, dans la rue, par les amis, par la famille, avec cette question. La crise est-elle réelle? La pandémie est-elle réelle? Y a-t-il vraiment une épidémie mondiale? Alors, nous en sommes aujourd'hui à peu près à 800 000 décès dans le monde. Il faut quand même bien voir que ça fait un peu plus que la population de Bordeaux, de Strasbourg et de Saint-Étienne réunis. Et malgré cela, l'interrogation perdure, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a lieu? Alors ça, c'est un phénomène de fictionnalisation collective qui est assez fascinant et que je laisse à l'étude des sociologues. Mais de la même manière, et c'est cela qui m'intéresse, on voit encore aujourd'hui dans les milieux prétendument éduqués ou informés, ce qu'on nomme d'ailleurs improprement les élites, un certain déni, ou au moins une sorte de croyance magique, la poésie en moins d'ailleurs, suivant laquelle tout va s'arranger du point de vue de la catastrophe écologique. Eh bien, soyons clairs, nets, précis, rationnels et scientifiques, les deux crises sont bel et bien réelles, que cela nous plaise ou non. C'est d'ailleurs assez incroyable et, pourrait-on dire, autocontradictoire du point de vue des schèmes de rationalité même, de ceux-là même qui s'installent dans cette forme de négationnisme, mais qui, par ailleurs, fondent une grande partie de leur appréhension, pour ne pas dire de leur exploitation du réel, sur les mêmes estimateurs scientifiques que ceux-là précisément qui nous informent de la catastrophe. Mais il y a pourtant, en disjonction en quelque sorte de ce parallèle, une différence phénoménale entre les deux problèmes. Parce que la Covid-19 n'est pas littéralement un phénomène unique. C'est un problème de santé publique grave, incontestablement. Je suis d'ailleurs un peu consterné, pour être honnête, par la médiocrité de tous ces délires autour de cette problématique, comme si refuser de porter un masque qui, à l'évidence, peut contribuer à épargner quelques vies, faisait de ceux-là même qui s'y refusaient des héros révolutionnaires. En réalité, ce sont des enfants gâtés, capricieux, incapables du moindre effort et par là même emblématiques de l'effondrement occidental. Mais il est vrai qu'il y aurait quelque chose d'assez obscène à ce que, quand l'Occident est directement touché par un mal, ce qui est le cas avec la Covid-19, il ait la sensation de l'exceptionnel. Et il est vrai que ce n'est pas le cas. La tuberculose, le paludisme et bien d'autres maux, en particulier d'ailleurs la famine, dévastent de façon récurrente les pays les plus pauvres. La proximité finalement de la mort n'est une découverte que pour quelques privilégiés. Comme d'ailleurs, il est assez intéressant et révélateur de voir comme les bons citoyens européens ont mal supporté l'arbitraire de certains contrôles de police pendant le confinement ou l'autorité actuellement exercée par l'État sur leur corps, ce que certaines minorités connaissent très bien. Mais la différence avec la catastrophe écologique, c'est que quant à elle, elle est totale, absolue et sans précédent. C'est une métacrise. Elle n'est pas, pourrait-on dire, relativisable. À l'échelle temporelle de la planète, qui, je vous le rappelle, est comparable à celle de l'univers. L'âge de la Terre, c'est un peu moins de la moitié de l'âge de l'univers. C'est du même ordre de grandeur. Ça n'est jamais arrivé à cette vitesse et dans ces proportions causées par une espèce qui devient super prédatrice de toutes les autres. Alors, parce qu'il le faut, et c'est bien dommage, pourrait-on dire, je crois qu'il est essentiel de commencer par un constat. J'espérais qu'à cette date, dans le cours de l'année 2020, ce ne soit plus même nécessaire et que l'évidence factuelle et scientifique aurait pénétré toutes les connaissances et tous les inconscients. Mais ce n'est manifestement pas le cas. Perdons donc quelques minutes à redire, à rabâcher une fois de plus, une fois de trop, ce qui devrait être parfaitement connu. Premièrement, du côté des animaux, c'est la catastrophe. On n'a pas besoin de projection.
il suffit d'un état des lieux. 60% environ des vertébrés sauvages ont été éradiqués en quelques décennies, sans doute bien davantage encore des insectes, ce qui est vraisemblablement presque plus grave, 400 millions d'oiseaux en moins dans les cieux d'Europe, probablement plus d'1 milliard aux États-Unis, et notons bien que ceci n'est pas dû à ce stade au réchauffement climatique. C'est notre manière d'envahir l'espace qui est responsable pour le moment, et le réchauffement climatique viendra bien sûr empirer les choses, de la 6e extinction massive que l'on pourrait appeler la première extermination délibérée de l'histoire de la Terre. C'est pourquoi il est très important d'avoir dès maintenant en tête que la diminution des émissions de CO2 n'est qu'une petite partie du problème et que c'est la réinvention totale de notre relation à l'espace et à la vie qui est évidemment l'enjeu majeur de ce temps. Il ne reste plus aujourd'hui que 20% des terres émergées qui ne soient pas drastiquement impactées par les humains. En France, on perd l'équivalent de 1 à 3 départements d'espaces vierges par décennie, 1 million d'espèces sont menacées à court terme, et les humains, qui ne représentent que 0,1% des vivants, sont responsables de 85% des morts. Nous sommes dans une situation écocidaire, ce que j'appellerais une zoélyse. Deuxièmement, du côté des végétaux, chaque année, 80 000 km² de forêts disparaissent en moyenne. Les forêts primaires vont s'éteindre dans les 10 prochaines années du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. La terre ne comporte plus que 45% des arbres de l'ère préagricole. Troisièmement, du côté du climat, ce sont systématiquement les prévisions les pires qui s'avèrent correctes. Les dernières études donnent des chiffres à peine croyables et, c'est le moins qu'on puisse dire, extraordinairement inquiétants. Un grand nombre des points dits de non-retour sont d'ores et déjà atteints. Le pergélisol fond considérablement plus vite que prévu et libère du méthane, qui est un gaz à effet de serre dangereux, ainsi d'ailleurs que des agents pathogènes oubliés. La calotte groenlandaise, on vient de l'apprendre il y a quelques jours par une étude publiée dans Nature, est vraisemblablement perdue. Les incendies dévastateurs se multiplient et il faut bien comprendre qu'en plus de la tendance globale, qui est gravissime, ce sont les fluctuations qui augmentent. Ça, en tant que physicien, je sais bien ça, ce sont des choses triviales et parfaitement connues. Et c'est cette augmentation des fluctuations qui est la plus grave et qui est la plus dévastatrice. Ça signifie que les épisodes mortels, en particulier de sécheresse ou de tornades, vont augmenter et augmentent d'ores et déjà considérablement, en plus de l'effet moyen. Quatrièmement, du côté des humains, la pollution tue environ 800 000 personnes par an en Europe. Ce sont des chiffres à peine croyables. 44 pays sont d'ores et déjà en situation de stress hydrique fort ou extrême. 40% de la production alimentaire mondiale est gaspillée. Et nous maintenons le cap vers une alimentation très carnée dans les pays riches, qui est une hérésie sanitaire, éthique, climatique et sociale. L'espérance de vie est d'ores et déjà en baisse dans plusieurs pays riches. La recrudescence des famines et des migrations massives engendrera mécaniquement une instabilité avec des répercussions inimaginables. Comprenons bien que ce n'est pas une posture de gourou apocalyptique, pour reprendre les mots des négationnistes, des bandits. C'est une analyse géostratégique triviale dans son évidence. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'il faut choisir. Moi, je sais ce que seraient mes choix et je vais les argumenter. Mais avant d'en venir là, je crois que ce qui est très important, c'est de poser l'existence d'un choix. Parce que le niveau d'endoctrinement et de cécité de notre civilisation fait qu'elle nous donne l'impression que le monde qui nous entoure, que nous avons construit, qui est arbitraire, contingent, réfutable en doute, dirait Descartes, est en réalité une sorte de grand ordre transcendant et irréfragable. C'est faux. Alors même que ce n'est pas l'humanité qui est responsable de l'effondrement actuel, mais une partie de l'humanité.
et que celle-ci prend tous les autres humains et une bonne partie des non-humains en otage ou les considère comme des simples dommages collatéraux, il semble que nous ayons la certitude que notre manière d'être est aujourd'hui intenable. Et pourtant, nous ne l'interrogeons pas. Nous savons qu'elle est nuisible, pour ne pas dire létale, aux autres et à nous-mêmes. Et pourtant, il n'y a pas de remise en cause fondamentale. Ne parlons pas d'accélérer la transition en cours, n'est-ce pas? Elle n'a pas commencé. Rien n'a commencé. Les chefs d'entreprise, ici présents, ont vraisemblablement comme souhait de voir leurs ventes augmenter dans les prochaines années. Et je ne les blâme pas. Vous avez été formés à cela. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Aujourd'hui, continuer à croître dans son activité de production, ça signifie précipiter l'effondrement de la vie sur Terre. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un constat scientifique et factuel. Il va falloir que nous sortions du déni et de la fanfaronnade. Notre mode d'existence relève en grande partie, n'est-ce pas, de conventions, ce que j'appellerais des règles du jeu. La finance, par exemple, ça n'existe pas. Ce sont des petits arrangements, ça, utiles. On passe tous par là au quotidien, mais ce n'est pas réel. Si on décide qu'un billet de 100 $ ne vaut plus rien, il ne vaut plus rien. Si on décide que la dette contractée est annulée, elle n'existe plus. Dans le domaine très léger et extraordinairement futile, pourrait-on dire, de la finance, l'économie, le langage est performatif. Il engendre ce qu'il énonce. En revanche, si on parle de choses sérieuses, c'est-à-dire des réalités physiques, si je décide par un acte de langage que la température doit s'abaisser de 5 degrés, eh ben, il ne se passe rien. La température dans cette pièce n'a pas bougé d'un centième de degré. Ça, ce sont les choses importantes. Le CO2, qui est aujourd'hui émis, est émis de façon irréversible aux échelles de temps pertinentes pour l'humanité. Ça, c'est une question importante. Rien à voir avec toutes ces petites magouilles financières. Si dans 20 ans, on se rend compte qu'on a été fou, et n'en doutez pas, c'est ce qui va se passer, c'est absolument certain, on ne pourra pas revenir en arrière. Ça n'a rien à voir avec un simple transfert bancaire qui se fait en appuyant sur un bouton. L'énergie, par exemple. L'énergie par être humain, en moyenne, va diminuer. Les lois de la physique sont ce qu'elles sont. L'énergie, et en particulier les fossiles, ne sont pas en quantité infinie. C'est comme ça, on passe par un maximum et ça redécroît. Je vous invite à écouter les cours de Jean Covici. Mais si on n'anticipe pas et qu'on n'oriente pas de façon désirable cette décroissance, alors elle se fera bien trop tard au niveau écologique, le saccage sera littéralement monstrueux, et elle se fera bien trop vite au niveau social. Les périodes de récession sont presque toujours des périodes de guerre ou d'émergence de dictature. Ça, c'est une question importante. Ça, c'est ce que nous devrions tous être en train de discuter parce qu'on parle ici de choses irréversibles. On ne va pas refaire des fossiles en quelques années. D'ailleurs, cette question de l'irréversibilité, elle est importante parce que je la trouve souvent mal posée. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de vie anéantie? C'est irréversible par essence. C'est un peu choquant quand même de se demander si on peut réparer des êtres vivants sensibles uniques, humains et non humains, qui sont déjà morts dans d'indescriptibles douleurs. Alors, donnons quelques exemples de questions non posées qui, à mon sens, devraient l'être. Premièrement, la 5G, la 5e génération de téléphonie mobile qui est au cœur aujourd'hui d'un grand nombre de discussions, d'enjeux, de pétitions, etc. Voyons le contre. Le contre, c'est une augmentation drastique de la consommation énergétique. Parce qu'évidemment, on ne peut pas raisonner à usage constant. Ça, c'est un faux. Ça ne se passe pas comme ça dans le vrai monde. Et là, c'est le vrai monde qui nous intéresse. Vraisemblablement, d'après les chiffres, par exemple, du Shift Project, une multiplication par 4 de la consommation énergétique. C'est quelque chose d'extraordinairement coûteux, important, grave, délétère, criminel. Construction vraisemblablement d'1 milliard de nouveaux terminaux mobiles, alors même que le seul salut possible pour le numérique, ce serait précisément la durabilité. Donc, là encore, un coût
exorbitant. Puis, une augmentation de la fracture numérique, des addictions et des problèmes majeurs de cybersécurité. Bien. Voyons maintenant le pour. Oh, sans aucun doute, il y aura quelques applications intéressantes. Ça, j'en suis tout à fait certain. Mais ce projet ne répond à aucun besoin réel, fondamental, identifié. Quelle grande question sociétale va être résolue par ce gadget dont le coût extrême du point de vue écologique et social est d'ores et déjà acté? Bon, est-ce qu'on veut vraiment s'engager sur cette voie de pollution et de consommation pour pouvoir jouer à Fortnite depuis les toilettes du lycée? Je ne suis pas certain que la réponse soit positive. Et pourtant, quel débat y a-t-il au plus haut niveau des États pour savoir s'il faut le faire ou non? Il n'y en a aucun. Mais rassurez-vous, la 6G est déjà en préparation. Je crois littéralement, et sans offense, que ces gens sont des timbrés. Deuxième exemple, Starlink. Vous savez, Starlink, c'est le projet de la société SpaceX, la firme dirigée par l'homme qui considère que le confinement est, je cite, fasciste, parce qu'il ne faut surtout pas entamer ses profits, même en période de pandémie, qui considère que le langage est obsolète, qui menace de coup d'État les chefs d'État qui osent défier sa puissance. Encore donc un bandit. Ce projet consiste à tenter de mettre en orbite un peu plus de 40 000 satellites pour un exploit extraordinaire. Nous allons frissonner des mois, réduire le temps de latence de 600 millisecondes à 35 millisecondes. Vous vous rendez compte, c'est absolument formidable. Mais, cynisme mis à part, le coût écologique est là aussi monstrueux et le coût symbolique est désastreux. Le spatial a perdu sa magie. Ce n'est plus une aventure de la connaissance et du courage. Je trouve qu'aujourd'hui, il relève plutôt de l'exhibition vulgaire des enfantillages de quelques milliardaires qui veulent étendre le profit au-delà même de cette planète mourante. Leurs fusées sont un peu des symboles phalliques nauséeux. Le même type, le patron de SpaceX et de Tesla, a quand même récemment mis une bagnole en orbite. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? On en est là. C'est consternant, comme d'ailleurs cet hôtel spatial pour ultra riches, ultra prédateurs qui est en préparation. Et la plupart des médias nous invitent à nous réjouir parce qu'il sera, nous dit-on, construit en Europe. Sérieusement. Moi, je crois que ça relève d'une profanation. Parce que c'est quand même un bien commun qu'on croyait sacré, le ciel nocturne. Et il est ici mis à mal. Vous savez que l'astronomie professionnelle est menacée par ces gadgets. Le nombre de débris spatiaux est en augmentation rapide. Il est vrai que pourrir la Terre n'a pas suffi, il était temps de s'attaquer à l'espace. Troisième exemple. Un gestionnaire d'entrepôt peu scrupuleux, connu pour exploiter assez fortement ses salariés, pour contribuer assez intensément au désastre écologique et pour avoir effondré peut-être plus que quiconque les commerces locaux et les activités des centres-villes, s'est récemment enrichi de 13 milliards de dollars en une seule journée, pendant qu'un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. Bon, je pense que vous voyez à qui je fais allusion et peut-être avez-vous envie de vous dire oui, c'est vrai, c'est quand même un peu excessif, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Non, mais non, c'est pas comme ça. Oui, c'est comme ça, mais ça pourrait être autrement. Est-ce qu'on dit c'est comme ça quand Daesh fait exploser ses bombes? Est-ce qu'on dit c'est comme ça quand une pandémie vient tuer nos amis? Non, on réagit. Pourquoi faudrait-il ici le dire alors qu'on fait face à quelque chose d'extraordinairement plus simple à contrer puisque ce n'est qu'une convention? Là, quand on ne fait rien, on est littéralement en train de dire qu'on n'envisage pas de changer nos règles du jeu, alors même qu'on sait que le coût du jeu est la fin du monde. C'est délirant. Alors, sur le mot fin du monde, on m'a parfois repris, soyons bien clairs. Je suis astrophysicien, je sais que la Terre va continuer de tourner autour du Soleil. Je sais que des espèces vont survivre quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas. Mais enfin, franchement, dans cette anthropocène dévastée, sans diversité, sans foisonnement, sans connivence et sans luxuriance, peut-on encore parler de monde? Je vous rappelle que mundus en latin, comme d'ailleurs cosmos en grec, réfère à l'idée d'une harmonie et donc d'une convenance raisonnable. Exemple suivant.
En Île-de-France, il y a 3 fois plus de logements vacants que de SDF. Donc, des gens dorment dans la rue, tandis qu'on a 3 fois plus d'appartements vides. Ah, on n'y peut rien. Mais si, on y peut tout ce qu'on veut. On l'a vu avec le confinement. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de cette épidémie. L'État existe encore. Le pouvoir politique existe encore. Du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de sortir de chez nous. Donc, soyons bien clairs, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on trouve normal, souhaitable que des gens dorment dans la rue? Question en passant, combien de personnes dans cette salle ont passé une seule nuit non souhaitée dans la rue? Zéro, vraisemblablement. Zéro. Là, on parle de gens qui ont peut-être passé 10 ou 20 ans dans la rue. Donc la question est simple, est-ce qu'on considère qu'il est normal, acceptable, souhaitable que des gens dorment dans la rue avec une espérance de vie extraordinairement diminuée, tandis que des logements sont vides? Si la réponse est non, on le change. Ça sert à ça le pouvoir politique. Ça sert à ça le pouvoir, tout court. S'il n'y a pas de désir ou de capacité d'influence, il n'y a en réalité aucun pouvoir. Dernier exemple, l'aviation. Là encore, pas de débat. Toutes les études sérieuses montrent que vraisemblablement, la question de l'aviation ne devrait même plus se poser. Ça n'a plus de sens, ça n'est plus tenable. Et en réalité, la seule interrogation qui émerge aujourd'hui dans le milieu, c'est combien de temps avant qu'on revienne enfin à ces 100 000 ou 200 000 parfois avions dans le ciel par jour. C'est insensé. Alors, tout cela, c'est pour dire quoi? Que nous faisons en réalité face à un problème systémique et qu'il ne peut donc y avoir de solution que systémique. Que ça nous plaise ou non n'a aucune importance. La croissance, au sens d'ailleurs extraordinairement atrophié où elle est aujourd'hui définie, nous tue. La question n'est pas de savoir si on a envie de l'entendre ou pas. La question est de le comprendre. Ce n'est pas tenable d'un point de vue physique. Mais si on tente malgré tout de s'y accrocher, et on va forcément perdre, on effondre la vie et la paix. Donc soit on change radicalement d'être au monde, soit on cautionne un crime contre la vie et un crime contre l'avenir. On est en train de créer un futur où les non-humains sont décimés, les espèces et les individus, et où le réchauffement climatique va évidemment entraîner des déplacements de population qui vont effondrer les pays du Sud et induire des guerres jusque dans les pays du Nord. J'insiste, ce sont des analyses élémentaires. Trouver un seul expert compétent qui prétend que 500 millions de personnes qui migrent, ça se passe sans difficulté. Personne. Je parle là de choses sérieuses. Nous n'avons pas commencé à y réfléchir. Donc avant même de nous interroger sur les réponses, que je crois assez évidentes, remarquez bien que le vrai problème, c'est qu'aucune de ces questions, et vous l'avez compris, il ne s'agissait que d'exemples, n'est aujourd'hui en tête de l'agenda politique. Elles ne sont pas même posées alors que l'enjeu sociétal est immense. Il est temps d'être sérieux, c'est-à-dire de tout mettre à plat. Nous nous sommes plantés collectivement. S'entêter est à la fois stupide et criminel. Alors, naturellement, ça va de pair avec un travail axiologique, c'est-à-dire sur les valeurs. Moi, je crois aujourd'hui qu'il faut comprendre que le trader dans son yacht, c'est l'image du type qui a raté sa vie. Ce n'est pas une forme de réussite parmi d'autres, c'est un échec total, c'est une faillite. Non seulement parce qu'il n'a pas compris ce qui constitue l'essence, la substance de la vie, mais parce que son niveau de délinquance fait en réalité de lui un quasi-terroriste. Il faut absolument que nos valeurs suivent la réalité factuelle de notre temps. Nous sommes sur une pente, je cite là des confrères chercheurs écologues, d'anéantissement biologique global. Tout le reste, vous savez, ces petits joujoux de sales gosses auxquels on s'accroche, relèvent de la farce. Que nous ayons individuellement une attirance pour eux, pour ces jouets, mais c'est normal ça, et je n'échappe pas moi-même à la règle. Mais c'est bien pour ça que les décideurs, qu'il s'agisse de politiques ou de chefs d'entreprise, doivent tout faire, c'est leur responsabilité majeure pour infléchir radicalement ce tropisme. Et c'est là que le niveau quand même de l'action individuelle peut aussi entrer en ligne de compte, bien qu'il soit tout à fait secondaire, j'y insiste,
par rapport à la mutation systémique qui doit s'opérer. Parce qu'il faut, à l'échelle individuelle, qu'on réfléchisse. C'est ça le premier petit geste à faire, pas de trier ses déchets, c'est de penser. Et de voir qu'une grande partie de nos actions est faite pour plaire. Il faut donc absolument qu'on se demande ce qui nous plaît. Est-ce que c'est celui ou celle qui nous emmène en Porsche prendre l'avion pour un week-end sous les tropiques, quand on connaît le niveau de violence, peut-être même d'ailleurs de brutalité sociale, coloniale, climatique et biologique que cela représente? Est-ce que c'est ça qu'on trouve attrayant? Ou est-ce que c'est celui ou celle qui nous propose d'aller en bicyclette, écouter et reconnaître, parce qu'on les a oubliés, les chants des oiseaux? Qui est le plus riche? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et j'insiste, je ne suis pas en train de dire un truc un peu neuneux comme ça pour dire allez, on se prend tous par la main et peace and love. Non, c'est performatif. C'est-à-dire que notre regard engendre l'action. Suivant ce que l'on trouve désirable, nous orientons les trajectoires des uns et des autres. Alors, je crois qu'il faut qu'on arrête de croire au solutionnisme technologique. Il n'existe pas. Bien sûr que la technologie peut localement, ici et là, aider, mais globalement, elle est une partie du problème, mais pas la solution. On ne guérit pas de l'alcoolisme ou du tabagisme en augmentant les doses. Inventer des téléphones portables. Ça a coupé? Ah non, l'image a disparu. Bon, pardon, je crois que j'ai encore quelques minutes ou pas? 2 minutes, très bien. Inventer des téléphones portables, disais-je, qui consomment 2 fois moins. Ça ne diminue pas l'impact écologique. Ça veut simplement dire qu'on les utilisera 2 fois plus. Et via l'impact sur les réseaux et les data centers, in fine, ça empire les choses. Donc, on ne peut pas croire qu'on peut continuer à l'identique avec de petits ajustements. Ça n'est pas vrai. On ne le peut pas. C'est une question de physique. Et même planter des arbres ne sert pas à grand-chose. Combien dans cette salle savent, par exemple, qu'une forêt à l'équilibre n'absorbe pas 1 gramme de CO2? Il faut arrêter de se prendre pour des démiurges. C'est un peu plus compliqué que ça. Je crois qu'il faut oser penser profond. Donc la situation est relativement simple. Soit nous poussons le cynisme prédateur et suicidaire à son terme, auquel cas tout le monde perd, soit nous saisissons l'opportunité de cette contrainte pour inventer un tout autre monde. Alors ça sera surprenant, ça sera parfois enchantant, ça sera aussi parfois dérangeant et inquiétant, mais au moins, nous aurons une chance.